Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Plaisir Astral. On se retrouve dans cet épisode pour faire l'analyse du célèbre peintre Pablo Picasso. Je vous préviens, cet épisode va être un petit peu plus long que d'habitude, puisque j'ai beaucoup de choses à dire sur son thème astral et que je vais essayer de faire un thème plutôt complet. Ce thème, je l'ai déjà étudié l'été dernier avec un ami, et je me suis dit il n'y a pas longtemps que j'allais le retranscrire ici en podcast et un petit peu compléter mon analyse. Je pense que cet épisode, il est vraiment cool pour les personnes qui cherchent à avoir une méthode pour l'analyse ou juste un exemple de comment on analyse un thème. Donc cet épisode s'adresse davantage aux personnes qui ont déjà une base en astrologie, c'est-à-dire qui connaissent un minimum la signification des planètes, des maisons au minimum. Je pense que quand j'ai débuté l'astrologie, j'aurais vraiment aimé avoir davantage de ce type de contenu à disposition. Il faut aussi savoir que d'un astrologue à l'autre, c'est pas forcément les mêmes méthodes d'analyse. Bien que je ne me considère pas comme astrologue, puisque pour moi, pour être astrologue, il faut quand même faire ça depuis pas mal d'années. Et je suis encore assez jeune. Donc pour vous parler de choses qui ne m'intéressent pas et que je n'étudie pas dans les thèmes, par exemple, les axes interceptés. À l'époque, j'ai commencé à m'intéresser aux axes interceptés. D'ailleurs, les axes interceptés, pour faire assez simple, c'est un axe de deux signes astrologiques, qui sont donc l'un en face de l'autre, dans lesquels il n'y a aucune cupide de maison. Donc je vous laisse aller vous renseigner si ça vous intéresse. Donc en gros, il n'y a aucune maison qui est dans ce signe. Les axes interceptés, ça existe simplement avec la domification Placidus. Je vous laisse aller vous renseigner si ça vous intéresse de connaître ce que c'est les domifications d'astrologie. Mais donc, ça pour dire que quand j'ai débuté l'étude des axes interceptés, je l'ai pas mal intégré dans mes analyses pour voir si elles faisaient sens. Et après plusieurs mois, j'ai finalement trouvé que c'était pas si pertinent dans une analyse et que ça pouvait venir dans certains cas compléter d'autres choses déjà dites, mais c'était pas la chose la plus pertinente, donc c'est quelque chose que je n'analyse pas du tout systématiquement. Après, en astrologie, il y a la pratique dans laquelle on connaît la théorie et on l'applique, mais on va pas l'appliquer pareil d'un thème A à un thème B, puisqu'il y a aussi un petit peu l'intuition qui va jouer, intuition qui se développe avec l'expérience. Et donc cette expérience fait qu'on a des choix dans l'analyse, qu'on priorise certains éléments et pas d'autres. Donc gardez en tête que cette analyse du thème de Picasso est une proposition d'analyse et qu'il y a plein d'autres choses à dire sur ce thème et que plein d'autres personnes analyseront ce thème de manière hyper différente. Et peu importe qui analyse le thème, il y a toujours un biais, un jugement pas objectif, bien que j'essaye d'être le plus objectif possible, il y a forcément des projections de ma part. Donc je ne prétends pas avoir une vérité universelle sur la vie de Picasso. Également, autre petite chose à dire en introduction, je vais faire un petit trigger warning. Je vais parler de violence, de viol, de suicide et de gros manipulateurs dégueulasses. Donc si ces sujets-là vous touchent, n'hésitez pas à ne pas écouter l'épisode. Voilà. Donc les coordonnées utilisées pour cet épisode, c'est le 25 octobre 1881 à 23h15 à Malaga en Espagne. Si vous voulez avoir le thème comme support visuel en même temps que le podcast, ça peut être vraiment plus simple pour suivre l'analyse. Donc je vous conseille vraiment d'aller sur astro.com, astrothème, mettez le thème de Picasso, comme ça vous suivez en même temps. Donc moi la première chose que je fais quand j'arrive dans un thème astral, c'est que je vais observer. Cette observation, elle va me permettre de déterminer les premières dominantes. Donc je vais analyser les dominantes et l'ascendant. Donc là on va commencer un petit peu par vous dire quelles sont les dominantes que j'ai trouvées. Donc déjà j'ai trouvé une dominante en signe fixe, donc avec l'axe ascendant-descendant en lion verso. En signe, pour moi c'est le taureau et le scorpion qui sont dominants, avec en tout 6 planètes en tout dans cet axe. Donc ceci entraîne également une dominante de la maison 4 et 10, dans lesquelles il y a pareil 6 planètes. Et en dominante planétaire, moi j'aurais parlé de Saturne et Pluton. Bien que je pense que le Soleil puisse être considéré comme une dominante planétaire. Mais pour moi, il y a vraiment Saturne qui ressort en premier lieu, Pluton et le Soleil. On va dire ça. Et en aspect, il y a autant d'oppositions que de trigones. La première chose qui m'a sauté aux yeux quand j'ai vu ce thème astral, c'est vraiment le stellium en maison 10. Donc en maison 10, on voit qu'il y a 4 planètes, on a Saturne, Neptune, Jupiter et Pluton. Donc ce qu'on peut déjà dire, rien qu'en voyant justement ce stellium, c'est que cette personne a sa vie axée sur sa carrière, sur sa réputation, sur son accomplissement saturnien de ses ambitions. Et c'est vraiment ce stellium-là, en maison 10, qui donne le ton saturnien du thème astral. C'est-à-dire quelqu'un avec un côté très strict, dur, parfois insensible, froid, autoritaire. Bon, pour en savoir plus sur la dominante saturnienne, n'hésitez pas à aller écouter mon épisode. Aussi, la maison 10, c'est ce pourquoi on est connu, et notamment après sa mort.
Donc avec Neptune, on a le côté, en fait c'était un grand artiste, c'était quelqu'un de super sensible, en tout cas artistiquement, qui avait une vraie créativité. Avec Jupiter, on va avoir l'idée d'expansion et d'ascension sociale qui est hyper importante dans la vie de Picasso. Et avec Pluton, on va comprendre que dans cette maison 10, cette maison de la carrière et de la réputation, c'est l'endroit où Picasso va le plus se transformer, en tout cas le plus intensément, et c'est l'endroit où il va connaître des grandes crises. Pour moi, il y a une énorme leçon à tirer de cette maison 10, puisque toutes les planètes sont déjà en rétrograde, donc si vous voulez un petit peu contrainte, un petit peu moins active. Donc pour moi, il y a vraiment une leçon à en tirer. Aussi, cette maison 10 est dirigée par Mars en Capricorne, ce qui peut montrer une certaine violence cachée, ou du moins quelque chose de pas clair, de flou, en rapport avec cette maison 10. D'ailleurs, cette thématique de cachet, on va y revenir, parce qu'on la retrouve pas mal avec le Soleil, Mercure en maison 4 Scorpion. On en reparle un petit peu après. J'aurais aimé parler du triangle mineur de Picasso. Donc ce triangle mineur, un triangle mineur déjà c'est une figure astrologique qui comprend 2 sextiles et un trigone. Donc là dans le thème, c'est Mars qui sextile le stellium en maison 10 d'un côté, et de l'autre côté il va faire un sextile à Uranus en Vierge en maison 2. Et Uranus lui-même trigone la maison 10. Et donc là-dedans, c'est vraiment Mars qui va recevoir les énergies, puisque c'est lui qui est au bout du triangle. On appelle ça une planète en apex. C'est elle qui va recevoir vraiment l'énergie de la figure. Et donc elle reçoit d'une part la discipline de cette maison 10, et de l'autre, l'inventivité, l'innovation et la singularité artistique d'Uranus. Ça montre aussi que l'énergie martienne est quand même mise au service de l'art, avec la maison 12, et de la carrière, avec l'aspect de la maison 10. On a un Mars de Picasso qui est déjà profondément disharmonieux. Pourquoi je dis ça? Parce que d'abord, il est en Cancer. Le Cancer, c'est une position de chute pour Mars. Et en plus, il est en maison 12. Et la maison 12, c'est une maison où les énergies martiennes, les qualités d'agressivité de Mars ont vraiment du mal à s'exprimer. C'est une maison, la maison 12, on va subir beaucoup, on va se victimiser, on va être passif, on va agir dans le cachet, dans l'ombre, dans l'intimité, dans la sphère privée. Et c'est une position qui peut être un petit peu humiliante au final pour un Mars. Et donc pour moi, le fait que Mars ait des très beaux aspects avec la maison 10 et avec Uranus, ça lui redonne un petit peu de force, on va dire. Donc avec ce Mars en délibitation, on va avoir d'un côté une énergie qui est quand même réprimée, tournée vers eux-mêmes. La colère, elle peut être assez terrible, assez incontrôlée, assez terrifiante en tout point. C'est hyper contradictoire, mais en fait les gens qui ont des Mars hyper disharmonieux, donc les Mars dans les signes d'eau, je parle des signes d'eau mais pas le Scorpion, donc juste en Poisson, en Cancer, en maison 12, en Balance aussi, en Balance bien sûr, et en Taureau. C'est des gens qui ont des Mars qui fonctionnent un peu à l'envers. Et c'est des gens, on se dit, ils vont être passifs, ils vont pas agir. Mais en fait, c'est des gens, quand ils vont s'énerver, quand ils vont vouloir prendre en main leur énergie martienne, ça va être terrifiant. Mais vraiment terrifiant. Parce que c'est des gens qui ne matchent pas avec le fait d'être en colère, si vous voulez. Donc quand ils s'énervent, c'est tout de suite une catastrophe, parce qu'ils savent pas s'énerver. En fait, leur Mars n'est pas fait pour exprimer de la violence, de l'agressivité. Donc voilà, donc là, parler de la maison 10, ça m'a déjà amené à parler de pas mal d'autres placements dans le thème. Je vais essayer de rester un petit peu structurée dans mon analyse, mais c'est pas très simple. Enfin, quand t'expliques un thème, t'es obligé de parler d'un truc, mais un truc prend en compte d'autres trucs, qui prend lui-même en compte d'autres trucs, donc on se perd très vite. Et c'est vrai que cette maison 10 est liée un petit peu à toutes les configurations qui doivent être analysées et confrontées et mises en contexte par le reste du thème. Donc on va y revenir sur ce Mars, on va y revenir sur cette maison 10, mais là pour l'instant, on va se concentrer un petit peu sur l'ascendant Lion et son maître. Donc l'ascendant Lion, son maître c'est le Soleil. Soleil qui est lui-même en maison 4, opposé à Saturne en maison 10. Donc c'est ça dont on va parler principalement. Donc moi j'analyse l'ascendant en même temps que le Soleil là, puisqu'ils sont en lien, car l'un est le maître de l'autre. D'ailleurs, le Soleil et l'ascendant de Picasso, ils sont en carré, ce qui peut montrer un certain conflit interne dans la personnalité, ou du moins un certain décalage. Décalage qui se montre aussi par la dualité de cette maison 4 et 10 et cette opposition taureau-scorpion. Donc cet ascendant Lion, il est très élégant, il a beaucoup de prestance, de charisme, on est têtu, on est vraiment dans un signe fixe, en plus la croix fixe. Donc c'est-à-dire le signe du Lion, Scorpion, Verseau et Taureau sont assez impliqués dans le thème. Donc avec le maître d'ascendant, donc c'est-à-dire le Soleil qui est en maison 4, ça peut donner quand même à cet ascendant un côté très conservateur, traditionnel. Le Soleil en 4, pour moi, c'est vraiment le chef de la famille qui prend des décisions qui sont incontestables. C'est un petit peu une autorité tyrannique, arbitraire.
Pour moi, vraiment, le soleil dans la maison 4, pour moi, c'est vraiment le soleil d'un président. C'est vraiment le thème d'un leader charismatique. Et je dis pas ça parce que moi-même j'ai un soleil en maison 4. Pour moi, la dominante de Saturne, plus l'ascendant Lion, ça accentue vraiment ce côté leader. C'est vraiment accentué par aussi l'effet opposé à Saturne, parce que Saturne, c'est aussi quelqu'un qui a des responsabilités et qui est un certain chef. Donc ça montre derrière une personnalité qui est déterminée, qui est ambitieuse, qui a beaucoup de fierté et beaucoup d'ego surtout. Et donc ça, on peut vraiment l'affirmer par tous les placements en signe fixe. Donc vous voyez un petit peu que pour affirmer ce que je viens d'affirmer, je vais vous donner à chaque fois plusieurs éléments. Je dis ça puisque je vois ça, mais aussi ça, mais aussi ça. Puisque en astrologie, on peut pas vraiment dire une personne est comme ça parce que dans son thème astral, elle a tel placement. Il faut le confronter au reste du thème. Donc, en général, pour vraiment être sûr que la personne est vraiment comme ça ou comme ça, il faut qu'il y ait plusieurs éléments dans le thème qui le montrent. Et souvent, quand la personne a vraiment une caractéristique de sa personnalité qui ressort, on le verra à travers plusieurs configurations dans le thème. J'aimerais revenir un petit peu sur Mars et Soleil-Mercure. Pour moi, c'est une position, là je vais parler de Mars et du Soleil, ces deux positions ont des similarités. Ce sont les énergies lunaires, puisque Mars en Cancer d'un côté, et de l'autre côté le Soleil en maison 4. Donc c'est des positions qui sont très hautes, très féminines, mais toutes les deux quand même en aspect avec Saturne, qui assèche et durcit cette position qui à première vue, quand on veut analyser le thème, est quand même pleine de douceur. Donc avec ces maisons 4 et 12, comme je l'ai dit, il y a quelque chose de vraiment caché. On ne connaît pas réellement ses intentions et ses objectifs. Déjà le Scorpion, c'est un signe qui veut se montrer très vengeur, très piquant, qui va pas forcément dire ce qu'il pense, qui va un petit peu manigancer dans le dos de tout le monde. Et avec Mars en maison 12, ça n'arrange absolument pas notre affaire. Il y a aussi Mercure qui est dans le signe du Scorpion. Et donc pour moi, Mercure en Scorpion, c'est vraiment très très piquant, puisque pour moi, dans cette position, les mots sont une arme. On est sadique, mais on peut vraiment être très sadique, se réjouir de la douleur des autres. On peut être assez polémique, provoquant, cynique, prendre du plaisir à la douleur de l'autre, être doué pour pousser les gens dans leur retranchement, pour voir vraiment leur réaction quand ils en peuvent plus. Donc c'est des gens assez manipulateurs, qui aiment les jeux de pouvoir, et puis et qui aiment avoir du contrôle et du pouvoir sur les autres. Et ça, on peut complètement le confirmer par plein d'autres choses dans son thème. C'est que ce mec, il a un ascendant lion, hyper autoritaire, tyrannique. La maison 10, bon pareil, avoir 4 planètes en maison 10, c'est pas anodin du tout. Donc là, on a vraiment face à un thème qui déjà sous-entend des émotions extrêmement brusques, et qui sous-entend qui aime contrôler, et qui peut aimer, voilà, vraiment voir la douleur chez les autres. Et pour moi, bon, c'est vraiment un avis subjectif, mais il n'y a pas énormément de personnes qui se réjouissent de la douleur des autres, qui se réjouissent de la peine de l'autre. Et d'ailleurs, en plus, on a Mercure en Scorpion, qui est le maître de Vénus. Donc ça, on va en reparler plus tard, mais ça veut dire beaucoup de choses. Donc, on voit quand même qu'on est face à un thème de quelqu'un qui peut se montrer quand même assez violent, quoi. Ensuite, on a sa lune en Sagittaire maison 5, qui quinconce Saturne et sextile Vénus. Donc on va encore un petit peu évoquer Mars, puisque Mars est le maître de cette lune, qui vient vraiment nous confirmer ce côté brusque, puisqu'on est sur une lune qui est impulsive, qui a le goût de l'aventure, qui est un petit peu tout feu tout flamme. Et je pense que c'est cette lune qui contraste pas mal le stellium en 10, car cette lune, elle n'aime pas du tout le contrôle, et c'est plutôt une lune qui aime le risque, l'adrénaline, qui aime s'amuser à faire la fête. Parce que la maison 5, c'est clairement une maison de fête. En plus, avec le côté Sagittaire, c'est vraiment one life, on va s'amuser, on va à l'aventure. Ça peut donner un petit côté un peu dramatique dans l'expression de ses émotions, et un côté aussi artistique, parce que la maison 5, c'est une maison de création, c'est une maison où on va vraiment exprimer notre personnalité, et souvent à travers des activités, pourquoi pas artistiques, en tout cas c'est le cas pour Picasso. Et je trouve qu'il y a un petit côté assez jouisseur de la vie, assez épicurien, on aime se faire plaisir, on aime être confort. Donc un petit peu comme le taureau. Et le quinconce lune Saturne est hyper intéressant, je trouve. Donc c'est un petit peu le seul aspect mineur dont je vais parler aujourd'hui, puisque je vous le rappelle, les aspects majeurs sont le trigone, le sextile, l'opposition, la conjonction et le carré. Donc le quinconce, c'est des signes qui sont incompatibles. On va avoir le quinconce entre le signe du taureau et le signe du sagittaire. Ça nous montre une grande incompréhension, ou en tout cas une rupture
entre ces deux parties du thème qui cohabitent. La Lune et Saturne sont vraiment des planètes qui sont déjà opposées dans leur signification et surtout dans leur maîtrise. Respectivement le Cancer pour la Lune, qui oppose le Capricorne avec Saturne. C'est un petit peu comme deux parties de son thème qui justement ne se comprennent pas et qui ont un petit peu comme rien à voir entre elles, puisque d'un côté, on a la Lune qui ne se soucie même pas du lendemain, qui pense qu'à son plaisir, à un kiff, et de l'autre côté, on a Saturne qui lui est complètement consacré à sa carrière, qui est complètement investi dans son art, qui est très discipliné, très dur, insensible. Et ces énergies lunaires et saturniennes, on voit qu'elles sont vraiment opposées aussi par l'importance de la maison 4 et de la maison 10, dans lequel il y a encore des oppositions. On peut vraiment affirmer qu'il y a vraiment un tiraillement entre ces deux pôles dans le thème, car il y a plusieurs éléments qui le confirment encore une fois. Alors là, je vous ai donné quand même une bonne toile de fond du thème pour qu'on puisse un petit peu comprendre le personnage, même si je vais revenir un petit peu sur Vénus-Lune. On va parler un petit peu des femmes de sa vie. C'est hyper intéressant, puisqu'il y a un livre qui s'appelle Picasso Intime, qui est un livre dans lequel il y a des témoignages, notamment de Marie-Thérèse Walter, qui a été une des femmes de Picasso, qu'il a rencontrée quand elle avait 17 ans. Donc c'est extrêmement grave, c'est vraiment extrêmement grave. Et elle a pu témoigner dans ce livre et elle a dit qui n'est pas le peintre célèbre, mais l'homme à la fois tendre et impitoyable, amant et bourreau, paradoxal et imprévu avec ses grandeurs, ses petitesses et son fantastique génie créateur. Et je trouve cette citation hyper intéressante en fait. C'est-à-dire qu'elle parle de ce mec comme quelqu'un d'hyper tendre, et sa tendresse, on la voit aussi à travers cette Vénus, donc j'allais y venir, cette Vénus qui est en balance, donc une Vénus qui est vraiment magnifiée, qui est dans son signe de domicile, qui est en maison 3, et qui en plus sextile à la Lune. Donc il y a un aspect tout à fait féminin, sensible, réceptif, qui donne un attrait pour l'art. Et les gens qui ont des liens, en tout cas des aspects plutôt positifs, plutôt cool, entre la Lune et Vénus, c'est des gens qui ont à cœur de paraître charmants, doux, délicats, romantiques. Et c'est vraiment souligné par cette Vénus en balance, qui est en domicile. C'est une Vénus qui aime les relations. Bien que dans la maison 3, on a besoin de légèreté, on a besoin d'aller voir un petit peu à droite, à gauche, parce qu'on s'ennuie très vite. On a besoin de mouvement, de changement et d'aventure dans nos relations. Et c'est vraiment cet aspect Lune-Vénus qui montre l'importance des différentes femmes de sa vie dans l'évolution de son art. Et c'est assez connu que pour comprendre l'art de Picasso, il faut obligatoirement s'intéresser à ses compagnes. Et on remarque, au final, si on fait une petite synthèse du thème astral, qu'il y a un pôle féminin et un pôle masculin très fort dans le thème astral. Donc son côté charmant, artiste, séducteur, et de l'autre côté l'homme avide de reconnaissance sociale, de succès, complètement sadique, c'est deux parts de lui qui au final vont ensemble. Si vous voulez, j'essaie pas de dissocier deux parties de sa personnalité. Parce que quand on analyse un thème, on va mettre en valeur justement certains tiraillements, mais sans dissocier complètement la personne. C'est une seule et même personne, évidemment, qui a justement ces deux pôles d'action dans sa vie. On peut pas isoler des éléments du thème, évidemment. Ce que je veux vous expliquer, c'est qu'il y a deux pôles dans lesquels on est tiraillé, et qu'il n'y aura aucun choix à faire. Ces deux parties font partie de lui, et elles cohabiteront pour toujours. On sait également qu'il a toujours été attiré par des jeunes femmes, parfois mineures. Et la lune Vénus, ça sous-entend aussi qu'on est attiré par des femmes un peu naïves, un peu crédules, innocentes. Mais en tout cas, les femmes ont un rôle central dans sa vie et dans sa carrière. Et c'est hyper intéressant parce qu'il y a plusieurs femmes de Picasso qui ont témoigné, notamment Fernande Olivier, qui, quand elle a rencontré un Italien, elle s'est séparée de Picasso. Et après, elle a sorti un livre qui s'appelle, il me semble, Picasso et ses amis. Et elle revient en détail sur la relation avec l'artiste par rapport à la femme dont je parlais tout à l'heure, dont je vous ai lu la citation, Marie-Thérèse Walter. Il faut savoir que Marie-Thérèse Walter a été violée avant chacune de ses peintures, parce qu'il a énormément représenté les femmes avec lesquelles il avait des relations. Et donc je tiens à préciser qu'il y a 50 peintures de Picasso nommées viol. Donc c'est vraiment hyper grave. Donc on voit vraiment le côté sadique, très violent de Picasso. Il a également été en relation avec Dora Maar, qui était photographe. Picasso l'a fortement poussé à abandonner son taf de photographe dans lequel elle était assez douée. Et il la frappait, jusqu'à parfois la perte de connaissance. Et il s'est énormément inspiré de Dora Maar pour beaucoup de ses peintures, et il y a notamment 53 œuvres nommées La femme qui pleure, des œuvres inspirées de Dora Maar. Et donc la Picasso, au bout d'un moment, l'a considérée comme hystérique quand elle a voulu un petit peu se rebeller, et il l'a envoyée chez un psychiatre pour l'interner, et elle subira
des électrochocs. Donc vraiment, vraiment horrible, quoi. Et on a également Françoise Gillot, avec qui il aura des enfants. Donc c'est encore une femme qui est beaucoup, beaucoup plus jeune que lui. Et il a notamment refusé pendant la grossesse que son chauffeur l'emmène à l'hôpital, car d'après Picasso, son chauffeur aurait des choses plus importantes à faire que de emmener sa femme à l'hôpital alors qu'elle avait des complications durant sa grossesse. Donc c'est vraiment pas du tout quelqu'un de bien. Picasso, vraiment, c'est quelqu'un de, encore une fois, d'extrêmement sadique. Et son thème, je trouve, le renvoie vraiment bien. Il y a aussi un autre truc de Picasso. Donc concernant son amitié, sa vie relationnelle à Picasso, donc on va prendre un petit peu les planètes relationnelles. On va avoir Vénus en balance en maison 3. Vénus en 3 qui nous montre quand même un certain détachement dans les relations. On a la maison 7 en verso, qui montre voilà, vraiment une indépendance et une certaine froideur, encore une fois, vis-à-vis de ses relations. Et je dis ça également parce qu'il y a également la maison 11, maison de l'amitié en gémeaux. Donc vraiment, pour moi, on est une personne qui est vraiment loin de ses amitiés et qui est assez distant, quoi. Il y avait un de ses amis, Max Jacob, avec lequel il a été en colocation pendant un bon moment. Et il faut savoir que Max Jacob travaille pour entretenir Picasso. Pour l'entretenir pendant que monsieur fait ses petites peintures. Et Max Jacob, pendant la guerre, s'est fait déporter. Et c'est entre autres dû à Picasso qui n'a absolument rien fait pour que cela n'arrive pas. C'était mon analyse du thème de Picasso, que j'essaie de mettre un petit peu en lien avec sa vie. J'espère que vous aurez apprécié l'épisode autant que j'ai apprécié l'enregistrer et faire mes recherches en amont. Peut-être que je ferai d'autres célébrités ou personnes connues et que j'analyserai leur thème dans un épisode. En tout cas, moi j'aime bien l'exercice. N'hésitez pas à me faire des retours. Si vous avez apprécié et que vous souhaitez une lecture de thème de ma part, sachez déjà que j'explique pas de cette manière-là dans une lecture de thème, puisque les lectures sont complètement accessibles aux personnes qui ne connaissent rien du tout à l'astrologie, alors que cet épisode ne s'adressait pas vraiment aux personnes qui ne connaissaient rien. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes si vous voulez suivre mon podcast, à mettre des étoiles, des commentaires, à me faire des retours dans mes DM Insta. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.